À quel point les intelligences artificielles vont-elles changer nos vies? ChatGPT enthousiasme les uns, mais en inquiète beaucoup d'autres. Alors que Google et Microsoft annoncent leur propre logiciel, comment utiliser au mieux ces outils modernes? Faut-il un cadre légal? Certains métiers aujourd'hui exercés par des humains seront-ils remplacés par ces programmes? Bienvenue sur le plateau de Versus. Et avec moi en plateau, une geek de la première heure, Julie Foulon, bonjour. David Delcourt, bonjour. Vous avez été enseignant, vous travaillez aujourd'hui pour Wallonie-Bruxelles, enseignement, et on verra comment on appréhende ces questions-là dans l'enseignement obligatoire. On se posera aussi la question pour l'enseignement supérieur avec Axel Leguet. Bonjour à vous, vous êtes avec nous en direct à distance depuis Louvain-la-Neuve, où vous enseignez à l'école polytechnique. Et puis parce que ces questions sont aussi politiques, Gilles Van den Burg, bonjour, vous êtes député fédéral, vous présidez le groupe Écolo et le comité d'avis technologique de la Chambre. Et vous interviendrez aussi dans cette émission. Mais la première question est pour vous, David Delcourt. Aujourd'hui, un élève qui prépare un exposé, un travail pour l'école, en secondaire, en primaire, en interrogeant ChatGPT. C'est de la triche ou pas ? Alors, votre question est extrêmement bien posée, à la fois particulièrement candide. J'attends autant de votre réponse. Voilà, puisque finalement, la question qui se pose, c'est si on demande à un élève de compiler des informations déjà existantes dans d'autres bases pour en faire un texte qu'il aurait pu faire avec un manuel, une bibliothèque, oui, c'est de la triche autant que d'aller voir dans un livre. Donc finalement, c'est peut-être ça le rapport qu'il faut faire aujourd'hui. Après, ce qui est intéressant, c'est ce qu'on demande vraiment à l'élève de faire en termes de production. Et là, on va être sur un exercice d'esprit critique, sur une analyse, sur une capacité d'aller comparer des éléments. Ça demande l'exercice finalement de notre propre intelligence, la capacité d'exploiter nos compétences d'analyse, de synthèse, de relever des éléments importants, chose qu'aujourd'hui l'IA n'est pas en capacité de faire. Aujourd'hui, d'aller chercher dans des documents, faire de l'analyse documentaire, du croisement documentaire, ce qu'aujourd'hui l'IA n'est pas en capacité de faire. IA, c'est l'intelligence artificielle, aujourd'hui, précise et merci. Et donc, on est vraiment, depuis 1997, dans un exercice de la compétence et plus dans simplement de la rétrocession d'informations ou simplement de l'écriture, on va dire, pas monosyllabique, mais droite par rapport à ce qu'on attend sur un seul texte qui finalement reprennent des informations qui existent déjà. On est vraiment sur un exercice plus complexe. L'exercice de simplement de la rédaction pure, univoque, c'est l'enseignement du siècle passé. Donc aujourd'hui, on est sur autre chose que l'IA n'est pas en capacité de réaliser. Par contre, c'est un bon outil en termes d'opportunités pour donner des points d'entrée, de nouvelles voies de recherche, de nouvelles capacités d'analyse, d'esprit critique par rapport à ce qui est produit, de recherche des ressources, de pouvoir analyser la pertinence des aliments, aussi pour etc. les professeurs. Si un professeur part avec sa classe en voyage scolaire et qu'il veut, il n'est pas calé sur le sujet du jour, et il peut aller sur ChatGPT, celui qui nous regarde, il ne va pas se faire blâmer par Wallonie-Bruxelles Enseignement s'il fait un copier-coller de ce qu'il trouve sur le thème de la visite du jour. Mais ce qui est intéressant, c'est quand vous cherchez des informations sur un sujet, vous allez chercher aujourd'hui sur Google, en gros, ou un moteur de recherche qui va vous donner des informations agrégées par rapport à un bon ou mauvais référencement. Ce qui est proposé ici, selon les intelligences artificielles, c'est d'aller analyser les données qui sont accessibles pour ChatGPT jusqu'en 2021, pour les autres potentiellement en temps réel connectés à l'Internet, on le verra, mais permet en tout cas d'avoir des informations agrégées et synthétisées de manière pertinente ou pas, selon leur redondance, mais en tout cas d'avoir une base de travail. Ce qui est intéressant, c'est de se dire que là, on libère du temps de recherche disponible pour en faire de l'analyse, ce qui est déjà pas inintéressant. L'IA fait sa recherche en termes de recherche documentaire, et nous, on fait la synthèse. Et dans un autre plan, ce qui est utile, c'est qu'on a la capacité, avec ces outils-là, à pouvoir les exploiter de manière pertinente. Donc, c'est pas le diable, c'est pas de la triche flagrante, ChatGPT. Je pose la même question à Axel Leguet. Vous donnez cours à l'école polytechnique de futurs ingénieurs. Tiens, est-ce que ChatGPT pourrait devenir un ingénieur diplômé par l'université de Louvain? Vous avez fait des tests avec ce logiciel, vous, Nous, on a fait plusieurs tests et elles réussissaient parfois certaines questions de l'examen d'entrée des ingénieurs, et parfois elles se trompaient en nous faisant croire qu'elles réussissaient. Ah bon, c'est-à-dire C'est-à-dire que nous, c'est un développement mathématique long qui pouvait paraître vrai, mais qui était en fait totalement faux. Et quand on lui expliquait qu'il était faux, en fait, elle insistait pour bien nous dire que nous trompions. Donc, par exemple, elle est capable de nous dire que 0 égale moins 4.
Est-ce que vous avez déjà eu des soupçons chez certains étudiants, Axel Leguet, dans votre faculté ou en discutant avec des collègues d'autres facultés, de triche à l'UC Louvain? De triche, non, parce qu'en fait, finalement, on nous dit... nos cours sont faits en sorte que la restitution ne suffit pas, en fait. Il faut pouvoir expliquer ce qu'on a fait. Donc, que ChatGPT vienne aider des étudiants, moi, ça ne me choque absolument pas. Par contre, ce qui me tracasse un peu, c'est que ça devienne une généralité et un prix de science, dans le sens où ce ne sont jamais que des données collectées sur Internet. Certaines, il faut le rappeler, étiquetées par des humains. C'est une intelligence artificielle qui est guidée quand même par l'humain et donc qui est biaisée. Et ça pose évidemment des problèmes d'éthique vis-à-vis des étudiants. Et donc, quand les étudiants utilisent ChatGPT, ils doivent évidemment garder leur propre esprit critique. Julie Foulon, alors... Pour certains profanes, ça peut paraître complètement révolutionnaire. Vous, quand vous avez entendu parler de ChatGPT, ça fait quelques semaines que c'est assez présent dans les médias, ça vous a surpris? C'est quoi la prochaine étape? Je veux dire, l'étape 2023-2024, ça va être d'améliorer ça, ou on pourrait envisager encore mieux? Nous, par rapport à Girleak, c'est carrément la création d'une nouvelle formation Junior AI Marketer. Donc, c'est vraiment utiliser tous ces outils d'intelligence artificielle au profit d'une profession en digital marketing, parce qu'on le voit bien, l'intelligence artificielle, il y a plein de nouveaux outils, de nouveaux produits qui sont arrivés sur le marché. Et l'idée, et on voit bien aussi que c'est dans tout le processus de cycle de vente. Et donc, pour mieux cibler, par exemple, sa clientèle, pour créer du contenu, pour faire du texte, le transformer en vidéo en choisissant un avatar, le but, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut utiliser et maîtriser ces outils au profit d'une profession. Mais ça veut dire que vous ne craignez pas que, à l'heure où, je crois, d'après la dernière étude, notamment de la Fondation Roi-Baudouin, un adulte sur deux est en galère à Internet, c'est ce que je disais en préparant le débat, que ça renforce ça? Vous ne pensez pas qu'il y a des gens ceux qui n'utilisent pas Internet soient encore plus coupés de tout? Alors, ce qui est la problématique avec ce baromètre d'inclusion de la Fondation Roi-Baudouin, c'est qu'il montre que 46% des Belges sont dans une situation de vulnérabilité numérique, et que ça touche principalement les femmes, les personnes âgées, que le premier point d'accès à Internet aujourd'hui est le smartphone, malgré le Covid et le fait qu'on se soit un petit peu équipé, et que les compétences assez fortes en termes de numérique aient baissé, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles ou même en Flandre. Et ça, c'est un vrai problème. Est-ce que c'est plus facile d'utiliser ChatGPT ou un autre logiciel, on va en parler dans un instant, que Google ou pour un profane? C'est tout aussi facile. Mais le problème, c'est, je reviens sur ce que disait David, sur l'apprentissage de l'esprit critique. C'est ça aujourd'hui le point clé. Et on le voit bien avec tous les digital natives qui sont consommateurs de nouvelles technologies. Ils comprennent pas forcément les mécanismes qui sont derrière, et ils vont avoir peut-être tendance à s'informer sur les réseaux sociaux en tapant sur Google et en prenant pour argent comptant ce qu'ils voient. Et c'est ça la problématique, c'est de se dire, ok, c'est un outil et il faut avoir le recul nécessaire pour soit affiner les recherches, peut-être les compléter, supprimer certains points, mais c'est vraiment travailler sur cet esprit critique qui compte. On vous entendra, Gilles Van den Burre, là-dessus, parce que vous avez voulu réagir, mais je retourne chez Axel Leguet. Est-ce que d'autres intelligences artificielles qui sont en train d'apparaître, je cite, il y a Google ou Microsoft qui commencent à les intégrer, qui annoncent des objectifs, il paraît que la Chine travaille aussi sur un projet d'intelligence artificielle robot rédacteur, c'est l'expression. Est-ce que vous, avec votre expérience, vous en voyez venir qui seraient moins bonnes que d'autres parce qu'elles seraient moins éthiques, moins fiables, parce que la culture de la fiabilité ne serait pas la même? Quelle serait celle que vous utilisez? Puis je poserai la même question aux autres, tiens. Donc, on en voit venir depuis des années. Je rappelle que dans le domaine militaire et en particulier dans l'armement autonome aux États-Unis, on utilise un peu ces intelligences artificielles à tout va depuis très longtemps, et c'est parfois très dangereux. Il en arrive une chez Google, ce qui n'est pas étonnant parce qu'il y a une grande crainte avec ChatGPT, c'est qu'elle remplace les moteurs de recherche classiques. Et comme vous le savez, aujourd'hui, Microsoft a fait une annonce. En fait, pour la première fois, on va pouvoir utiliser ChatGPT directement dans le moteur Bing. Donc voilà, c'est en train d'émerger, c'est en train d'arriver. Alors, est-ce qu'il y en a une plus intéressante que l'autre? C'est extrêmement difficile. Elles sont toutes poussées, à part celle des militaires, évidemment, par le secteur privé. Et donc, moi, en tant que professeur, je ne peux pas vous garantir l'indépendance totale de ces outils vis-à-vis de leur créateur. Donc je n'ai pas d'intelligence artificielle préférée. Gilles Van den Burre, du côté politique, on se dit qu'il va falloir encadrer ça. Aujourd'hui, c'est des logiciels auxquels on accède très librement. Et finalement, ils nous font bouffer ce qu'ils veulent,
quelque part. Oui, et je trouve intéressant d'entendre tous les intervenants et intervenantes de dire que c'est un outil. Et moi, en tout cas, en tant que responsable politique, c'est la première chose, c'est que tout développement technologique reste un outil, mais donc au service de l'être humain et de la société. Et donc je pense qu'il faut le facteur humain, la distance critique que vous avez illustrée. Je pense aussi qu'il faut de la régulation. Je pense aussi qu'il faut voir ce qu'il y a effectivement derrière ces outils. Et tout cela demande effectivement du travail, aussi de régulation. Alors souvent, régulation, on va dire, oh là, attention, est-ce qu'on va interdire autre ? Non, mais je pense que c'est effectivement encadrer. Un outil, on peut le faire faire un peu tout ce qu'on a envie. J'entendais les logiciels, effectivement, d'intelligence artificielle liés à l'armement. Est-ce que c'est ça l'objectif ? Moi, comme écologiste, ce n'est pas l'objectif de développer des armes plus intelligentes. On peut interdire la vente d'armes en contrôlant les boutiques, mais un logiciel en ligne, on fait comment ? C'est vrai, mais donc je vais prendre juste un ou deux exemples sur des sujets sur lesquels, effectivement, à la Chambre, on a travaillé, notamment au sujet de l'intelligence artificielle. Par exemple, sur lequel on a beaucoup travaillé, c'est les logiciels, ce qu'on appelle de reconnaissance faciale. Donc, ils vont permettre de reconnaître, vous et moi, parce qu'ils vont prendre X points sur votre visage et ils vont vous reconnaître. Certains pays, des régimes généralement totalitaires, utilisent ça dans la rue pour que tous les gens qui marchent, ce qu'on appelle la surveillance de masse, eh bien, on puisse directement détecter ce que vous faites, à quelle heure, et tout ça est envoyé à la police dans des fichiers ou dans des services de sécurité qui vous suivent. Moi, ce n'est évidemment pas une société dans laquelle je souhaite vivre, et donc typiquement avec ce type de technologie qui existe, elle est là aujourd'hui, elle a été même testée en Belgique. Heureusement, pour l'instant, il y a un moratoire au niveau belge, au niveau européen, pour bien comprendre avant de la lancer. Mais là, c'est un exemple justement de protection aussi par rapport à nos concitoyens pour des dérives potentielles. Donc de nouveau, l'outil en tant que tel de développement de l'intelligence artificielle, c'est intéressant, mais moi je n'ai pas envie comme responsable politique, et j'espère qu'on est une majorité à le penser, que ça serve par exemple à surveiller 24 heures sur 24 nos concitoyens et tout ce qu'ils font. Axel Donc ça, c'est par exemple on peut une contrôler barrière. ces services proposés en ligne, parfois pensés par des entreprises à l'étranger ? Alors, je suis assez d'accord avec ce que je viens d'entendre. En fait, donc moi j'ai aussi une grande crainte que l'intelligence artificielle ne commence à un peu trop réguler nos vies et qu'on se retrouve dans une version chinoise de l'intelligence artificielle, ce qui serait dramatique. Par contre, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ces logiciels-là, donc au niveau de l'État, qu'on ne les utilise pas, ça on va pouvoir le réguler, qu'on ne les utilise pas dans les entreprises, on peut éventuellement le réguler aussi, bien qu'on sait qu'il y a beaucoup d'espionnage. Mais le fait que ces logiciels se diffusent, on ne peut pas réguler ça, on ne peut pas les couper sur le territoire, il y a des outils qui permettent d'y avoir accès. Et donc moi, ce qui me tracasse un peu, c'est que régulation ne soit pas couplée avec un peu plus de volonté publique de la part de l'Europe, parce que ce qui est en train d'arriver, le grand dame de ces intelligences artificielles, en fait, c'est qu'il n'y en a aucune qui est produite en Europe. Et donc, réguler ce qui est produit ailleurs sans jamais le contrôler est une énorme difficulté pour l'Europe à l'heure actuelle. J'ai une question, moi. Est-ce qu'un jour, on va être remplacé physiquement dans nos métiers par des intelligences artificielles ? Est-ce qu'un jour des professeurs seront remplacés par un robot producteur, des formateurs, des journalistes ? Est-ce qu'il y a des métiers qui pourraient être remplacés par des ordinateurs ? Julie Foulon, c'est du délire ou pas ? Non, parce que nous on le fait déjà. Oui. On le fait déjà. On a un super outil qui s'appelle Synthesia et qui coûte $26 par mois et qui permet de transformer. Je tape du texte dans cette application. Je choisis un avatar et alors ça va générer, en fait, je vais voir cet avatar qui va parler et qui va dire le texte que j'ai noté. Alors si je veux lui donner l'accent québécois, je peux. Si je veux l'accent belge, je peux. Mais si je veux le il va faire remplacer quel type de métier ? Des formateurs, par exemple ? Voir une vidéo pendant 1 heure, c'est impossible, mais ça peut être un teasing, ça peut être aussi une espèce de foire aux questions visuelle qu'on arrive sur un site internet pour dire alors là vous allez voir telle formation, là vous allez faire ceci, cela. Donc, mais il y a des choses comme ça qui apparaissent et ce qui est fou, c'est que le développement est de plus en plus rapide et il y a un moment donné, on se demande c'est quoi notre plus-value ? Est-ce que c'est de faire le perroquet finalement devant une salle ou notre plus-value ça va être plutôt être de l'accompagnement, une meilleure compréhension de ces outils, etc. Dans l'enseignement, ça pourrait venir, on pourrait avoir, je sais pas moi, pour des remédiations, pour des élèves qui ont un problème relationnel avec l'un ou l'autre enseignant, de passer par une machine qu'on paramètre pour qu'elle reste toujours calme, qu'elle réexplique autant de fois que nécessaire, de manière différente. Après, Julie m'a déroulé un tapis rouge, là je peux y aller. Ouais, le principe, c'est que sur le fond, ça s'intègre à un parcours, à une vision, à une construction, à quelque chose qui est construit en amont, et c'est un outil complémentaire. Ce qui est intéressant, cela va-t-il demain remplacer les enseignants ou un grand nombre des métiers ? Je vous renvoie, je ne suis pas le premier à le dire, à la plateforme Will Robots Take My Job. Vous verrez ce qu'il en est pour voir si les robots prendront votre métier ou pas. Vous verrez que les pourcentages sont intéressants. Par contre, pour les enseignants et les autres métiers, globalement,
Non, parce que l'humain a une dimension empathique qui est extrêmement importante. Et donc, ça va être un outil complémentaire d'accompagnement, de monitoring, de screening, de repérage des problèmes de certains élèves, d'accompagnement, de remédiation individualisée grâce à des modèles spécifiques prédictifs qui vont permettre d'aider l'enseignant à mieux accompagner potentiellement les enfants en difficulté. Mais remplacer l'empathie, l'accompagnement, l'humanité de l'enseignant, non, ni demain, ni jamais. Et si vous retournez vers le laboratoire de l'IA, on n'a pas en parlé, ils sont d'accord avec nous. Pour préparer un programme de cours, où je me tourne vers Gilles Van Den Burg, est-ce qu'on a vu qu'en Amérique latine, un juge a rendu un jugement rédigé, argumenté par ChatGPT. Il a dit à ChatGPT, rends-moi un jugement défavorable à telle partie, favorable à telle partie. Est-ce que ça, c'est envisageable ou c'est no way? Est-ce que ça demanderait que les services publics eux-mêmes développent leur propre intelligence artificielle? Voilà, on en est où là? Quel est le champ du possible? Mais de nouveau, je pense que ça peut être un outil complémentaire. Moi, je ne souhaite pas que ça remplace effectivement un juge, que ça remplace quelqu'un qui doit appliquer la loi. Je ne souhaite pas que je sois, comme les citoyens, soit à la merci d'un algorithme, parce que derrière, ça veut dire des codes et derrière des biais, hein, on en a parlé, mais il y a quand même l'éthique qui a un énorme... d'ailleurs, il y a certaines tentatives de programmes qui montrent que certains algorithmes, y compris d'ailleurs ChatGPT, ont des biais en lien avec l'origine ethnique, envers le genre, et donc on pourrait se retrouver avec tout d'un coup... Et je dis quelque chose au hasard, mais des condamnations justement qui sont liées à votre origine ethnique, à votre couleur de peau, pour le dire clairement, à votre nom de famille ou à votre genre. Et ça, c'est totalement. On va aller vers le professeur Leguet là-dessus, parce qu'effectivement, je l'ai vu en préparant le débat, il y a eu des cas des employeurs qui utilisaient des intelligences artificielles pour du recrutement. Il y avait de la discrimination et quoi? On n'a pas de possibilité de recours finalement. On n'a pas de possibilité de recours et surtout on n'a pas de possibilité d'audit de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on aurait un soupçon que cette intelligence artificielle ne s'est pas comportée correctement, on n'a pas de moyen de le prouver. Donc vous imaginez, hein, vous avez un employeur qui refuse un emploi à quelqu'un, il y a un soupçon, à aucun moment donné on va pouvoir tracer ça. Les intelligences artificielles sont extrêmement opaques. Et donc, on a eu des cas où on les voyait, on va dire, dérailler, hein, donc mal guider une embauche, mais impossible algorithmiquement d'expliquer pourquoi. Mais Julie Foulon, est-ce qu'un jour ça pourrait venir? Est-ce qu'on peut, dans les algorithmes, fixer des critères clairs? Et si les Européens, avec leurs valeurs, hein, qu'on considère comme tout le monde, j'imagine, meilleures que celles des autres, ont développé nos intelligences artificielles, vous, la geek du début, vous avez foi en l'avenir à un moment donné quand même? Je sais pas, je pense que c'est plutôt Axel Leguet qui peut répondre, parce que je crois que pour développer une intelligence artificielle, il faut commencer avec un master en mathématiques. Hein. Axel, tu me dis si je me trompe, mais apparemment, c'est plutôt là que ça commence en fait. Hein. Non, allez, je reformule ma question. Est-ce qu'on réfléchit pas un peu comme les vieux cons hein, qui disaient « Moi, j'aurai jamais de GSM parce que j'en ai pas besoin. Les machines à calculer, ça ne sert à rien. Je suis meilleur avec mes neurones. » Un jour, ce sera possible. Oui, non, Gilles Van Den Burg ou... Oui, pour réagir là-dessus. C'est pour ça que je pense que ça doit être complémentaire. Ce n'est pas... Moi, je ne suis pas dans une démarche de refus, loin de là, de l'outil technologique, mais de dire c'est un outil. Et donc, ça doit servir et ça doit avoir un impact social et alors environnemental. Je suis écologiste, on n'en a pas encore parlé, mais le numérique et le développement du numérique, évidemment, ça émet du CO2, c'est aussi un coût environnemental qu'il faut pouvoir prendre en compte. On ne le fait pas assez aussi. Et dans la construction des infrastructures IT, dans la construction d'algorithmes aussi et dans le codage, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle le codage éthique, mais aussi tout ce qui est fait en durabilité. C'est important, mais donc je pense que ça doit rester complémentaire avec un contrôle humain. Vous parlez des juges, il y a des expériences qui ont été faites effectivement de rendre des jugements, mais non, ça n'a pas de sens que ce ne soit pas un humain qui puisse rendre la justice. Par contre, et donc ne confondons pas les deux débats, que notre justice aujourd'hui soit parfois un peu plus automatisée au niveau des documents, au niveau des classements, au niveau de faciliter la vie des juges justement pour qu'ils puissent rendre la justice de manière plus efficace et meilleure pour le citoyen. Ça oui, évidemment. Et donc, je pense que c'est là où se situe la frontière. Ça doit aider, mais ça ne peut pas remplacer évidemment un humain ou une humaine qui a ce type de rôle sociétaux important. Monsieur Delcourt et puis Julie Foulon. Ce qui a été relevé aussi, c'est que la problématique qu'on a au niveau des biais dans les décisions, comme vous avez pu le soulever tout à l'heure pour certains jugements ou certains traitements discriminatoires, c'est que
l'intelligence artificielle agrège l'entièreté des données, des informations, des jurisprudences existantes, et donc va reproduire également des biais qui ont été collectés en faisant la synthèse de ce qui a déjà été réalisé en amont. Par contre, aujourd'hui, en termes d'outils, si on prend vraiment un principe de base, la connaissance ou l'information qui, entre la naissance de l'humanité et les années 2000, constitue un volume, aujourd'hui, elle double toutes les 48 heures, et donc avoir la capacité, avec ce type d'outils, de pouvoir faire de la recherche ciblée qui ensuite aiguise l'esprit critique et demande une intervention humaine avec un traitement de l'intellect, c'est évidemment une plus-value pour libérer du temps de cerveau et exploiter nos capacités. Julie Foulon, et puis on devra conclure déjà. Encore faut-il que les données soient bonnes, en fait, que les jeux de données soient de qualité, et aussi que les personnes qui créent les intelligences artificielles soient bien représentées. On parle des femmes, par exemple, dans ma catégorie. On est 52% de la population européenne, 15% de femmes uniquement dans l'IT. Ça devrait être une priorité absolue de mettre en place des systèmes de formation pour embarquer toutes ces femmes et les faire monter en compétences. Mais est-ce que justement, parce qu'il y a toute une série de biais qu'on a tous, hein, vous soulignez la sous-représentation des femmes dans une série de fonctions, hein, IT, mais aussi plafond de verre dans la hiérarchie, dans plein d'autres fonctions, politiques ou autres. Finalement, ça, ce sont des biais que, humainement, on reproduit, alors qu'une machine, si on l'en préserve, elle peut nous permettre d'avoir moins de critères discriminants quelque part. Moi, j'ai un exemple aux États-Unis. C'était dans un livre qui s'appelle Weapons of Mass Destruction, qui montre qu'aux États-Unis, les portiques de sécurité dans les aéroports, ils avaient exclu des tests des afrodescendants, et particulièrement les femmes afrodescendantes. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que dès que les femmes passaient dans ces portiques, le scanner n'arrivait pas à scanner leur coiffure, leurs cheveux, etc. Donc, très régulièrement, elles étaient mises sur le côté. Ça engendrait des comportements discriminatoires où des femmes, on se faisait palper le cuir chevelu en pensant que peut-être qu'il y avait quelque chose de caché dedans. C'est arrivé à Beyoncé, donc ça a fait un tollé, mais clairement c'est parce qu'on avait mis à l'écart un groupe, on n'avait pas pensé à un groupe de population en fait. Et puis derrière chaque programme, chaque intelligence artificielle, il y a des codeurs et des codeuses. Et donc il y avait aussi une étude qui montrait que, en tout cas jusqu'il y a peu, plus de 60% des codeurs étaient des hommes blancs. C'est ça. Et donc forcément, alors ça est en train de changer très fort et tant mieux, mais donc forcément, les gens derrière qui codent, eux ont des biais et sont des êtres humains. Et donc voilà, ils reproduisent les biais via leur travail. On va terminer. Il y aura pas, je me tourne vers la régie, il n'y aura pas de tour de table argument recevable parce que je crois que globalement, vous me dites tous qu'il faut accepter l'émergence des intelligences artificielles, il faut dealer avec, hein, il faut faire avec. Vous allez chacun me dire, mais en 30 secondes, quand et pourquoi concrètement vous comptez-vous utiliser dans votre travail ChatGPT, Julie Foulon et puis Gilles Van Den Burg et puis Thierry Delcourt. Julie Foulon, dans quoi? David Delcourt, pardon. Alors je commence avec moi. Ok, donc moi, clairement, dans notre métier de formateur, ça va être un outil formidable pour compléter nos formations, en termes de digital marketing, des formations no-code, pour permettre aussi à toutes les femmes qui passent par chez nous d'utiliser ces outils pour arriver à un objectif, mieux cibler sa clientèle, ça peut être créer du contenu, etc., etc. Donc c'est vraiment utilisé comme un outil facilitateur. Gilles Van Den Burg, dans quoi vous allez utiliser? Vous avez rédigé des questions parlementaires, certains l'ont déjà fait via ChatGPT? Oui, ça je ne compte pas faire, mais plutôt l'utiliser comme moteur de recherche vraiment approfondi. Imaginons, j'ai envie de connaître plus en détail la politique, les priorités environnementales de pays voisins, et on pourra, à mon avis, vraiment creuser toute une série de choses. Donc ça pourrait me servir pour des questions parlementaires. Je continuerai à les valider moi-même, mais je m'aiderai je le vois vraiment aujourd'hui comme ça, comme un outil de recherche vraiment très poussé. David Delcourt, pourquoi allez-vous utiliser une intelligence artificielle prochainement? Les apprentissages adaptatifs au niveau des élèves, leurs besoins particuliers, leur capacité d'esprit critique dans le travail, à condition de savoir ce qu'il y a derrière et à la fois de comprendre comment ça fonctionne pour être acteur de ces apprentissages. Vous avez testé ces machines, enfin ces logiciels, celui-là en l'occurrence, vous avez été quand même surpris la portée des choses auxquelles vous n'auriez pas spontanément pensé, vous pouvez le dire? Oui, en termes d'exploitation et de retour d'information, clairement, il donne le change. Et donc, voilà, c'est assez interpellant et assez intéressant. Maintenant, sur le fond, on est quand même loin en termes de pratique et d'analyse de compétences. Et donc, on n'est pas du tout dans l'inquiétude. Mais par contre, c'est un outil, donc autant l'exploiter et éduquer avec. Merci d'être venu avec nous, échanger sur cette question. On se retrouvera très bientôt sur BX1. Autre thème, autres invités, mais de nouveau beaucoup de questions.